Elle est là l'image que j'attendais et que vous attendiez aussi peut-être, celle des tout nouveaux téléviseurs Samsung Mini LED, les fameux Neo QLED. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, si vous avez suivi un petit peu mon activité, réseaux sociaux et sur la chaîne, vous avez vu que de l'activité, il n'y en a pas eu des masses parce qu'effectivement, j'ai été contaminé par cet adorable variant anglais du Covid, enfin de la Covid. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai été quand même bien amoché. Et même après 15 jours, voilà, ça risque d'être une vidéo un petit peu dure. Je le disais, QE65 QN95A, c'est le 65 pouces haut de gamme 4K Ultra HD qui utilise cette fameuse nouvelle technologie de mini LED. Et je l'ai là, et regardez, il est beau. Et en plus, dans cette vidéo, on va même se parler d'un truc assez cool avec ça, là, cette petite machine gaming qui est juste à côté de moi. On va tout se dire sur ce mini LED 4K de chez Samsung. C'est parti. Bon, alors d'abord, on va commencer par le petit rituel habituel, mais très bref quand même, parce que mine de rien, j'en ai quand même fait déjà une vidéo de cette nouvelle gamme QLED de chez Samsung. Le lien devrait s'afficher juste là, quelque part par là. Bref, les caractéristiques techniques, le truc assez primordial à retenir, c'est qu'effectivement, c'est le premier modèle de série avec cette technologie de rétroéclairage mini LED. Attention, ici, on reste sur une technologie de dalle LCD, mais avec des mini diodes en fait qui sont disposées derrière la dalle LCD, qui sont ensuite prises en sandwich dans le châssis et qui produisent tout simplement la luminosité, auquel en plus s'ajoute ce fameux filtre à boîte quantique, puisqu'on reste sur une technologie QLED de chez Samsung, et en plus on a le filtre QLC. Voilà, donc tout ça, c'est un peu toutes les technos qui sont censées améliorer la qualité de l'image. Dans les caractéristiques techniques importante concernant ce rétroéclairage, c'est que Samsung ne donne pas de chiffres officiels. Mais mine de rien, plus on avance dans les présentations et dans la disponibilité de ces produits, qui sont d'ores et déjà disponibles cette fois-ci, c'est que désormais, on sait que ça commencerait sur cette gamme QN95A à 860 zones de rétroéclairage et environ 10 mini LED par zone. Ces mini LED, ce que nous explique Samsung, c'est qu'elles sont 40 fois plus petites, et donc là on peut considérer que sur ce modèle 65 pouces, puisque c'est 55, 65, 75 et 85 pouces, et à chaque fois on a plus de zones et à chaque fois on a plus de mini LED, on peut considérer qu'on devrait être donc entre ces 860 et un peu moins de 900 zones. Donc on est donc un peu moins de 900 zones, donc aussi un peu moins de 9000 mini LED. On devrait être aux alentours des 8008, 8007. Mais Samsung ne confirme rien. Mais déjà, rendez-vous compte quand même que sur les modèles les plus perfectionnés, sur les technologies QLED LCD de chez Samsung, on montait à 480 zones. Et là, pour le coup, on n'avait pas de nombre de LED, sauf considérer, Samsung dit qu'elles sont 40 fois plus petites. Bon, on ne va pas rentrer dans ces petits calculs d'apothicaire, mais regardez déjà clairement ce que c'est capable de produire. Alors là, c'est une boucle de démo, encore une fois, c'est fait pour faire ressortir un petit peu, popper tous ces détails, etc. Parce que vous allez le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, que j'ai quand même à y redire sur cette technologie mini LED. Le principe, donc, on maîtrise le rétroéclairage de la dalle pour produire évidemment des contrastes, pour produire une meilleure luminosité, et c'est là que, on va le voir là aussi, Samsung a franchement très bien réussi sa copie, puisqu'on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement lumineux, et on y reviendra dans les mesures. Du côté des caractéristiques techniques, là encore on est sur une dalle 10 bits qui va faire du 100 Hz et étendu à 120 Hz dans cette partie gaming. Attention, très gros point aussi cette année avec le gaming, avec l'arrivée de cette fameuse Game Bar. On va s'en parler dans cette partie jeux vidéo, qu'on a désormais du plein format HDMI 2.1 sur les 4 prises du boîtier One Connect. Sur les tarifs, je vous l'ai dit, ça commence en 55 pouces à 2300 €. Ce 65 pouces, il est à 3000 €. Et ensuite, on est sur du 75 pouces à 4500 € et du 85 pouces à 6000 € tout de même. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un téléviseur, je vous l'avais dit, c'est l'année du mini LED chez Samsung, et le QN95A, c'est le haut de gamme du 4K. Ensuite, on va avoir les QN800A qui seront le premier palier de l'accessibilité à la 8K, et ensuite on aura le QN900A qui lui viendra en plus fermer la boucle de la 8K avec des produits qui sont à des tarifs encore plus élevés. On va s'intéresser tout simplement maintenant à ce qui change sur la partie ergonomie et design. Mais franchement, c'est pas l'année de la grosse révolution
Quoique, tout de même, puisque évidemment, l'intégration de la technologie mini LED permet de réduire l'épaisseur du châssis, puisque les diodes sont 40 fois plus petites, et du coup, on se retrouve quand même avec un téléviseur qui mesure 2,5 cm d'épaisseur, mais sur toute l'épaisseur du châssis, sur toute l'épaisseur du téléviseur, de haut en bas. Et donc du coup, on a quand même quelque chose d'assez discret, mais ce sera intéressant, surtout si vous voulez venir le plaquer au mur. Et pourquoi Samsung parvient tout simplement à atteindre cette finesse au-delà du mini LED? Eh bien, c'est tout simplement parce que la connectivité est déportée dans le boîtier One Connect, le nouveau boîtier One Connect, parce que l'ancien, souvenez-vous, c'est un espèce de gros bloc rectangulaire. Mais attention, c'est pas un boîtier qui est plus petit pour autant. Il est assez fin, hein, il fait environ 3,5 cm d'épaisseur, donc c'est quelque chose qui s'apparente un petit peu plus déjà à une platine de salon par exemple, mais il mesure tout de même une trentaine de centimètres de profondeur et environ 33 cm de largeur, donc il prend quand même de la place hein, ce boîtier, et pour cause, il y a de la connectivité, il y a de la connectivité USB, il y a aussi de la connectivité HDMI, on a ces 4 prises HDMI qui sont HDMI 2.1 dans leur intégralité. Donc on va retrouver l'Auto-Low Latency Mode, le VRR, l'e-ARC pour chacune de ces prises. Donc aujourd'hui, eh bien, si on veut brancher sa PlayStation 5, si on veut brancher sa Xbox Series X et pourquoi pas, comme ici, une énorme tour de PC avec une carte de dernière génération, qu'elle soit de chez AMD ou de chez Nvidia en l'occurrence. Ici, c'est une RTX 3090. Et oui, je vous avais dit, je n'ai pas réussi à avoir de console next-gen, mais pour le coup, je suis plutôt bien équipé pour la partie gaming sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Et pour conclure quand même, eh bien, cette partie ergonomie et nouveauté, eh bien, il faut se parler de cette zapette, hein, dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo encore une fois, mais qui est noire et c'est dommage, elle perd cette finition métal un petit peu costaud. Moi je trouve que, alors je m'y suis habitué parce qu'au début cette télécommande elle fait 50 grammes à peu près et je me suis dit waouh, on l'a pas du tout en main, on la sent pas, on n'a pas de préhension, on sent pas grand chose en fait, il n'y a pas de consistance et c'était un petit peu dommage, c'était regrettable je trouve et finalement je m'y suis fait, donc je m'y suis complètement habitué, mais au début on a un peu l'impression d'avoir un objet en plastique, c'est du plastique d'ailleurs, un peu un objet un peu chiche avec son téléviseur à 3000 €. En revanche, ce qui est génial, c'est ce qui est au dos hein, de cette zapette, c'est le panneau solaire qui se recharge aussi bien à la lumière du jour qu'à la lumière électrique. Mais en plus, on a évidemment en dessous une prise USB type C pour refaire le plein très rapidement de cette télécommande. Moi, ça fait maintenant eh bien, une dizaine de jours peu ou prou que je l'utilise et j'ai pas de problème. Regardez, c'est assez somptueux quand même. On dirait presque que Samsung nous a fait un vrai concurrent de l'OLED. C'est maintenant qu'on va se parler de la qualité de l'image. Alors là, c'est indiscutable. Ce que Samsung a fait sur son QN95A est une réelle performance technique parce qu'il a réussi, donc non seulement dans un téléviseur plus fin, grâce à la technologie mini LED, à produire une image lumineuse. On en parlera dans les mesures telles que vous le voyez. Eh bien franchement, vous devez bien voir qu'il se passe quelque chose dans la production des noirs. C'est la réelle difficulté de cette technologie LCD. Et je vous le dis d'entrée de jeu, là, je ne suis pas complètement convaincu parce que Samsung a réalisé en matière spécifiquement de rétroéclairage. C'est pas la magie que j'attendais. En revanche, si là on est sur des boucles de démo qui tout de même eh bien, ne vont pas être l'équivalent de ce que vous allez regarder au quotidien, tous les autres programmes m'ont mis une claque lorsque je les ai visionnés. Bon alors aussi simple soit cette boucle à reproduire pour bon nombre de téléviseurs, c'est extrêmement flatteur, hein, cette fameuse boucle Costa Rica 4K, mais en même temps c'est celle avec laquelle j'ai aussi peut-être le moins de soucis de diffusion et en plus commence à faire un petit peu de référence sur la chaîne, donc du coup ça vous permet de voir un petit peu ce dont je vais vous parler. Très sincèrement, c'est remarquable, c'est dynamique et surtout on est loin de ce que j'ai pu reprocher au Q95T qui était one again. C'était complètement saturé. Alors attention, c'est du QLED, hein. On est chez Samsung, il faut que les couleurs un petit peu extrêmes, le rouge, le vert, le bleu, faut que ça pète, faut que ça envoie, mais pour tout le reste, c'est d'une justesse remarquable. Le moteur de compensation de mouvement est extrêmement doux. Alors attention, on a deux modes, hein, Filmmaker et les modes cinéma. Là, vous êtes en mode Filmmaker et ensuite, vous allez avoir tous les modes un petit peu dingues que peut proposer parfois Samsung. Regardez encore le niveau de détail qu'on a là-dessus. Ensuite, on va avoir les modes un petit peu dingues que peut proposer Samsung avec son fameux mode intelligent. Et c'est un mode que j'ai par le passé
c'était au moment du test du Q80T de mémoire, là encore le lien devrait s'afficher juste là, j'avais dit ce mode intelligent, il faut le bannir. L'électronique faisait n'importe quoi. C'était de la surpixelisation, c'était de la surfluidité, c'était du grand n'importe quoi. Et là, j'ai été extrêmement surpris. On a quand même à l'intérieur ce nouveau Neo Quantum processeur qui franchement fait un boulot que moi je n'ai pas vu depuis des années chez Samsung en matière de traitement d'image. La puissance lumineuse est telle que, alors là ça va pas être très simple à s'en rendre compte, que toutes les zones sont vraiment gérées aux petits oignons. Du point le plus lumineux de l'image au point le plus sombre, il y a tous les détails qui ressortent et quand on voit ça comme ça, on s'est dit ah ouais, franchement, ils ont fait un super boulot. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a un truc qui me gêne par contre, c'est le fameux filtre QLC, le Quantum Light Control, qui est une sorte de double film prismatique. En façade, sur la dalle, il est censé annuler les lumières qui proviennent, enfin qui arrivent sur le téléviseur en les éclatant. Alors certes, qui donnent lieu à des grosses traînées de lumière comme ça, mais qui éclatent en fait les lumières parasites pour de façon à essayer de rendre la dalle moins miroir, comme on peut l'avoir sur l'OLED. Et entre la dalle LCD et le rétroéclairage, eh bien le filtre QLC, il a là cette fois-ci un rôle de filtre prismatique inverse puisqu'il est censé concentrer les faisceaux lumineux. Et je pense que c'est aussi dans cette partie-là que ça change un petit peu puisque on est sur des mini LED, la mini LED est beaucoup plus petite et donc du coup Samsung s'est dit on n'a plus besoin de venir reconcentrer autant le faisceau lumineux puisque par rapport à une LED classique qui intègre elle comme un globe, en fait, comme votre ampoule classique, un système qui entoure la LED et qui du coup crée une diffusion plus large. La mini LED a une diffusion plus courte et donc je pense qu'il y a eu du changement de ce côté-là. Et moi, ça m'a gêné, non pas sur la partie qu'on ne voit pas, c'est-à-dire celle qui est derrière la dalle LCD, mais sur la partie façade, sur le traitement des filtres anti-reflets, eh bien j'ai trouvé ça quand même moins bon. Regardez, là c'est Gemini Man. C'est une boucle, c'est un trailer qui est disponible sur YouTube en 4K HDR à 60. Et puis comme vous pouvez le voir, en plus ici, c'est marqué que c'est du Dolby Vision et du Dolby Atmos. Alors le Dolby Atmos, c'est pris en charge, mais c'est pas restitué puisque le système dont je vous parlais, 4.2.2, il est mis à profit dans la technologie OTS+, c'est l'Object Tracking Sound+, qui est tout simplement un système de diffusion audio qui va rediffuser en façade lorsque les éléments vont se déplacer. Alors on est plus ou moins sensible, c'est plus ou moins efficace. Ce qui est sûr, c'est que le son est bon de toute façon pour un téléviseur, mais on n'est pas du tout dans une restitution Dolby Atmos. Ce que vous allez avoir absolument pas non plus, eh bien, c'est le traitement Dolby Vision de cette boucle. Et regardez, là je suis en mode filmmaker, regardez un petit peu, tout ça là, franchement, c'est parfait. Moi, je vous le dis, c'est vraiment saisissant de niveau de détail, de contraste. La plage dynamique de ce téléviseur est vraiment remarquable. Je vais peut-être vous sembler un petit peu trop dithyrambique, mais c'est aussi parce que sur ce sujet-là, pour moi, Samsung revient de très très loin. Samsung vient d'un truc avec un Q95T que je leur ai dit, mais pourquoi vous nous faites un truc aussi saturé? Et là, tout semble parfaitement juste vraiment sur ce QN95A. Et c'est une excellente surprise sur cette expérience cinéma. Vraiment, moi, j'ai absolument rien à redire dans ces conditions-là. Et si je précise dans ces conditions-là, c'est aussi parce que la technologie mini LED m'a déçu et j'envisage d'ailleurs de publier une seconde vidéo sur ce point spécifique. En effet, pour rappel, si on en croit les dires de Samsung, le QN95A est doté à un minima de 8600 mini LED pilotés par 860 zones de rétroéclairage. Le véritable souci pour moi, c'est que du coup, en théorie, une telle plateforme devrait fournir une précision et une maîtrise du rétroéclairage, des contrastes, etc., sans pareil sur le segment des téléviseurs LCD, ce qui n'est clairement pas le cas ici. J'ai pu constater en effet qu'il y a encore beaucoup de fuites de lumière, y compris dans l'affichage des sous-titres des différentes séries que j'utilise à l'occasion des tests. Et c'est pire encore lorsqu'on navigue sur Netflix, où le simple fait de mettre en pause un programme provoque un effet de blooming énorme autour des différentes inscriptions à l'écran. Un point très contrariant pour moi, pour lequel j'ai beaucoup sollicité Samsung, et ce qui nous a permis d'identifier le problème, malheureusement après que j'ai enregistré la vidéo, d'où le passage en voix off.
L'explication est finalement assez simple, le local dimming ne fonctionne tout simplement pas du tout avec les menus en surimpression de Netflix et fort probablement aussi avec d'autres services de streaming. Du coup, sitôt que vous pressez la touche pause de la télécommande par exemple, et que ces menus apparaissent, la dalle envoie le maximum de sa puissance lumineuse, et compte tenu que de la puissance, il n'en manque pas, elle est très importante, les fuites de lumière le sont aussi. Rassurez-vous, il est possible de réduire considérablement le problème dans les options de luminosité et de rétroéclairage du téléviseur, mais j'aurais aimé tout simplement que l'électronique s'en charge automatiquement. J'attendais Samsung de pied ferme sur cette maîtrise du rétroéclairage et visiblement, c'est encore compliqué. Si le problème est identifié, cela n'excuse pas tout du côté de Samsung car d'autres constructeurs parviennent à maîtriser cela de façon plus précise. Certes, la luminosité est ici très importante, ce qui amplifie toujours cet effet de blooming, mais la promesse et la solution technique que devait apporter le mini LED au téléviseur LCD n'est en l'état clairement pas à la hauteur de mes attentes. Et pourtant, il faut aussi avouer que j'ai été parfois dérouté par l'effet inverse et la capacité de cette dalle à produire des noirs intenses sur certaines boucles de test et même des contenus issus de YouTube où la reproduction est vraiment saisissante. En somme, il est de la responsabilité désormais de Samsung de trouver une solution, qu'elle soit dans la gestion électrique de son panneau mini LED ou pourquoi pas du côté du Neo Quantum Processor. Si celui-ci est capable d'identifier la nature des contenus affichés à l'écran grâce à ses réseaux neuronaux pour en améliorer la fluidité, l'upscaling et tout un tas de paramètres, il y a peut-être matière à le faire travailler sur la maîtrise du rétroéclairage, des sous-titres, pourquoi pas, mais à vrai dire, je ne suis pas ingénieur télé et j'ignore même si c'est possible. Comme je l'indiquais, j'y reviendrai à l'occasion d'une seconde vidéo, sans doute en live, pour partager notamment avec vous quelques-unes de mes recommandations sur les réglages du rétroéclairage. Et donc on est sur une image qui, comme vous le voyez, est douce. C'est franchement très agréable à regarder, il n'y a aucun souci. Bon, le piqué est ce qu'il est, c'est du streaming. L'upscaling est bon, le moteur de compensation de mouvement est bon. On est sur une technologie qui va bien. Et on va le voir, on peut tout de même utiliser cette année, selon moi en tout cas, ce fameux mode intelligent. Le problème, c'est qu'il refroidit de beaucoup l'image. Ça booste beaucoup la luminosité, mais du coup, ça refroidit aussi. On est sur quelque chose de beaucoup plus bleu, Et là, on va se rendre compte, cette fois-ci, que, regardez, ici, on a cette image adaptative, mode d'image HDR. Pour en revenir à notre image de Marco Polo, ce mode intelligent, en fait, est assez intéressant parce que non seulement on n'est plus du tout dans la surproduction de détails, d'artefacts qui vont provoquer des artefacts, on est sur quelque chose de beaucoup mieux géré, je trouve, cette année. Et du coup, on a une image qui est tout de même plus lumineuse. Et alors, ce mode intelligent, pour moi, il devient intéressant en plus pour une autre raison, c'est qu'il apporte cette fois-ci un mode qui est absent. C'est-à-dire qu'on a une telle ressource lumineuse disponible dans cette dalle que je suis presque déçu que Samsung se soit limité à son seul mode cinéma et filmmaker. On va oublier les modes dynamiques, les modes standards ou naturels, je ne sais plus quel est le nom exact dans ce menu Samsung, mais qui du coup sont d'une colorimétrie complètement non souhaitable pour les séries, les films, etc. Pourquoi pas pour regarder son JT télé. Et c'est dommage parce que chez d'autres concurrents, je vais prendre Sony par exemple, mais on va avoir un mode cinéma, mais on va aussi avoir des modes experts, des modes Dolby Vision lumineuse, sombre, etc. Chez Panasonic, là aussi, on va avoir une quantité de modes, des modes professionnels, des modes utilisateurs, etc. Et là, on n'a pas ce petit truc-là qui permet de venir créer son propre mode, alors qu'on sent bien que ce mode intelligent, je me répète, mais il apporte quelque chose. Voilà. Il apporte quelque chose en matière de réglage par rapport à la ressource disponible dans cette dalle. Bon, alors voilà, qualité d'image époustouflante, vraiment dynamique, lumineux, contrasté, comme jamais chez Samsung, fidèle comme jamais chez Samsung, agréable comme jamais chez Samsung. Et justement, pour apporter un petit peu de crédit à tout ce que j'ai pu vous dire, je vais laisser place à la voix off qui va, elle, vous parler du résultat des mesures. Regardez-moi ça. Moi, franchement, à l'œil, quand on ne vient pas jouer de ces problèmes de sous-titres et de fuite de lumière, c'est quand même somptueux. Allez, c'est parti, résultat des mesures. Et la sonde est formelle, ce QE65QN95A est vraiment bien calibré. Il est même parfait sous l'espace colorimétrique REC 709 dédié au contenu SDR, avec des mesures qui suivent de très près les courbes de référence. Admirez d'abord cette mesure où les 3 couleurs RVB sont parfaitement dosées sur cette plage de 80 à 100% de la luminosité.
De manière assez étrange en effet, sur la mesure de l'échelle de gris, entre 25 et 35%, la dalle produit à chaque fois un gris étrange qui provoque une sorte de dérive qu'on retrouve également sur la mesure de température des couleurs. À noter d'ailleurs que celle-ci est parfaite puisque je l'ai mesurée à 6423 K en moyenne, soit très proche des 6500 K de référence. Toujours en Rec 709, la fidélité des couleurs est tout simplement parfaite. J'ai mesuré un delta E moyen de 1,33 et pour rappel, l'œil ne perçoit pas de dérive colorimétrique lorsque ce fameux delta E est inférieur ou égal à 3. Alors avec une telle calibration, il n'est pas étonnant de constater que l'espace colorimétrique Rec 709 est couvert à 99,6%. Mais la véritable bonne nouvelle se trouve plutôt du côté des mesures en DCI-P3 qui concernent alors les contenus HDR. Là, le delta E moyen est relevé à 3,27, soit très proche de la perfection. Certes, les téléviseurs haut de gamme de chez LG, Sony ou encore Panasonic sont encore mieux calibrés, mais est-ce que vous y verrez vraiment une différence ? On peut toutefois noter et même le regretter que certaines mesures sont encore très élevées, mais je rappelle que je n'applique ici aucun réglage de la dalle, pas de restriction sur la luminosité ou sur une quelconque optimisation des contrastes. Ce sont là les mesures en sortie de carton et la performance mérite d'être saluée, d'autant que ma procédure compte tout de même une 60aine de mesures. Je vais maintenant partager avec vous les résultats des mesures de luminosité et vous allez comprendre pourquoi l'effet de blooming était aussi important. Que ce soit en mode filmmaker ou cinéma, ce téléviseur mini LED en a clairement dans le ventre. Comme on peut le voir sur ces courbes, la luminosité est de 724 nits lorsque la mire de test occupe 100% de la surface de la dalle, là où les téléviseurs OLED de 2020 affichent une luminosité d'environ 180 nits. D'ailleurs, ces 730 nits représentent autant que le pic de luminosité d'un téléviseur OLED en mode dynamique lorsque la mire est de 10%. Et justement, sur ce LCD, lorsque la mire est à 10%, le pic de luminosité atteint 1581 nits. J'ai d'ailleurs remarqué dans le cas de ce QE65QN95A que le réel pic lumineux se situe en fait à 25% de la surface d'affichage, donnant lieu du coup à une mesure de 1679 nits, c'est énorme. Et ce qui l'est encore plus, et qui est d'autant plus intéressant d'ailleurs à l'usage, c'est que les mesures EOTF et luminance sont parfaitement calquées sur les courbes de référence. Souvenez-vous, je vous avais dit que dans les zones sombres comme dans les zones lumineuses de l'image, l'homogénéité du rétroéclairage était vraiment très bien réglée. Et attention, je rappelle que je n'ai fait ici aucune modification sur les réglages. Et puis, histoire de vraiment savoir ce que cette dalle a dans le ventre, voici les résultats des mesures en mode dynamique. Le pic lumineux atteint cette fois-ci 2600 nits et la luminosité max à 100% se situe à 827 nits. Je vous parlerai bien des mesures du taux de contraste, mais le fait est que même avec les mires à damier qui alternent tantôt les mires blanches et les mires noires, le QN95A éteint ses pixels et ma sonde relève alors une valeur quasi nulle pour le noir. Du coup, ce taux de contraste atteint des sommets comme s'il était infini. Je terminerai alors ces mesures par l'uniformité de la dalle, mesurée elle aussi sur 16 points, et qui traduit une très bonne homogénéité de ce panneau 65 pouces avec une dérive très contenue entre les différentes zones. Bref, vous l'aurez compris, ce 65 pouces est lumineux et vous pourrez alors abaisser les réglages pour limiter les risques de fuite de lumière et ce fameux effet blooming, mais pour ma part, j'espère vraiment que Samsung se chargera d'optimiser la chose. Ce qui est très très fort, c'est ça. Franchement, vous avez peut-être l'impression que j'insiste, mais ça, c'est beau, c'est propre, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien qui clignote, il n'y a rien qui vient nous faire suer dans l'image. Et franchement, c'est cool. Mais attention, souvenez-vous, je suis très très en colère sur le mini LED, n'oubliez pas. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser évidemment à l'autre énorme morceau. L'énorme morceau, c'est tout simplement la partie gaming. Tac, voilà la nouveauté de 2021, c'est cette fameuse Game Bar. Alors là déjà, je peux vous le dire, on peut remercier Nvidia parce que grâce à cette machine, qui est dotée d'une RTX 3090, là j'ai tout simplement paré au pire du pire. C'est-à-dire que là, si j'avais eu des défauts à l'écran,
eh ben j'aurais pas pu dire c'est de la faute de la Xbox, c'est de la faute de la PS5 ou c'est de la faute de la carte graphique. Donc merci Nvidia, qui certes a joué le jeu parce que je vais rentrer dans une grosse phase de test de télé et donc du coup ils m'ont mis une carte graphique à disponibilité et même une machine complète avec tout ce qui va bien, mais là je ne peux pas être mieux. Tous les réglages sont activés. On a d'activer le mode HDR, on a d'activer le VRR et on a les 120 images par seconde en permanence. C'est constant, ça bourrine tout du long et du coup, eh bien, c'est un vrai régal que d'utiliser ce téléviseur en tant que moniteur gaming. On a donc ici, sur la partie gauche, une structure qui ne bouge pas, qui est tout simplement, on a ici 5 icônes qui sont informatifs. On sait que le mode de retard à l'affichage est en mode le plus rapide, et donc du coup, on aura le retard à l'affichage le plus court, et c'est là que je vous dis que je l'ai mesuré grâce à mon petit boîtier à 10,4 millisecondes seulement, et pourtant c'est un boîtier qui envoie un signal en 1080p à 60. Il est bien possible que quand je serai sur un boîtier, toujours pas acheté, mais qui envoie du 120, eh bien si ça se trouve, je pourrais être en dessous encore, sur une solution encore plus rapide, mais quoi qu'il en soit, 10 millisecondes déjà, zéro problème, zéro incident, zéro souci. J'ai le mode HDR activé, et ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez certes les consoles qui sont compatibles FreeSync Premium, puisqu'elles ont des puces AMD. Ce téléviseur n'est pas un téléviseur certifié G-Sync, mais néanmoins, l'option est activable et surtout, c'est stable. Je n'ai eu aucun problème avec. Mais l'autre point extrêmement important, c'est que ce téléviseur Samsung est compatible FreeSync Premium Pro, c'est-à-dire que l'on a le VRR en 4K en HDR. Et alors ça, eh bien ça mérite tout de même d'être signalé parce qu'on est quand même sur de la performance de très très haut niveau sur ce qui est capable de faire la dalle. Alors malheureusement, les consoles, elles, next-gen, ne sont pas FreeSync Premium Pro et en plus, on a pu voir par certaines vidéos, notamment du côté de la PS5, je crois, Xbox Series X, je ne sais plus, mais quand on est sur des jeux un petit peu gourmands, eh bien la console se dit, pour maintenir la fréquence, les 120 Hz, eh bien moi je désactive certains détails, ce qui n'est jamais arrivé ici. Dans cette fameuse Game Bar, on a aussi les 3 choix d'affichage possibles qui sont 16 neuvième, 21 neuvième et 32 neuvième. Ça, vous vous en doutez, c'est accessible uniquement avec le PC sur lequel on va pouvoir changer la résolution du jeu. Donc là, en mode 16 neuvième, eh bien, on est en 3840 par 2160 pixels. Donc en tout cas, si c'est la définition d'image que l'on a choisi d'utiliser. Et ensuite, lorsqu'on va basculer en 21 neuvième, alors le process est un petit peu long. Il faut aller le chercher là, mais il faut aller le chercher dans le paramètre du jeu aussi, changer la définition de l'image et regarder à quel point ça change tout. Lorsqu'on bascule en mode 21 neuvième, on va pouvoir aller chercher une définition d'image, par exemple de 2560 par 1080 pixels, on va déjà récupérer en largeur. Mais alors lorsqu'on bascule en 32 neuvième, eh bien alors là, on va carrément être sur du 3840 par 1080, et alors là, wow, on a un champ de vision, comme vous pouvez le voir là sur ces images, qui est colossal. Alors du coup, eh bien, ça donne certes un affichage très panoramique, mais après tout, les G9 de chez Samsung ont un affichage comme ça très étendu. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, j'ai joué dans cette configuration-là et on récupère une super fluidité et un champ de vision, du coup, avec des titres qui sont, pourquoi pas du FPS par exemple, eh bien, qui ont moins, sur lesquels on a tout simplement son champ de vision qui est quand même plus adapté à jouer sur un aussi grand téléviseur. Donc on a cette fluidité qui est exceptionnelle, qui est certes assurée aussi, encore une fois, j'insiste, par les performances de la carte graphique, mais moi, je n'ai manqué de rien du tout. C'était faramineux en mode jeu, que ce soit sur du FPS, sur du jeu automobile. Mon fils s'est régalé avec Fortnite. Voilà, donc une très, très, très belle performance du côté de chez Samsung avec cette Game Bar. Alors, j'aurais bien aimé que ça aille un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on puisse, pourquoi pas, dans la Game Bar, rajouter une strat sur le type de jeu. Mais ça, il va falloir que j'aille voir un petit peu du côté de ce que nous réserve LG, parce que je crois qu'ils sont allés un petit peu plus loin sur cette notion justement de Game Bar. Voilà. Franchement, c'est cool. C'est cool parce que toutes les infos y sont et du coup, on sait exactement si le téléviseur est en train d'envoyer à 120, si j'ai bien mon HDR d'activer et si j'ai bien mon VRR d'activer. Encore une fois,
Là, ça va dépendre aussi de la carte graphique qui sera à l'intérieur du PC. Et vous l'aurez compris, lorsqu'il faut que je vous livre mon verdict, eh bien c'est un super téléviseur qui m'a déçu. C'est dur à dire, mais c'est un téléviseur avec une ressource technique, une fidélité des couleurs, une qualité d'image, encore une fois, j'insiste, comme jamais, une justesse, un truc qui est pas barré comme nous fait parfois Samsung, des trucs ultra saturés, où on se dit « Waouh, c'est super beau » quand on l'a devant les yeux et quand on met la sonde, on se dit « Mais pourquoi ils veulent pas être un petit peu plus européens, ces gens-là » Et là, ça fonctionne tellement bien. Pourquoi ils sont revenus en arrière sur ce filtre QLC qui était une référence, qui avait la palme en matière d'annulation des effets parasites de luminosité ambiant, etc. Et ils sont revenus en arrière et moi, eh bien, ça me déçoit. Dans le cadre de test, alors vous le savez, j'ai un cadre de test extrêmement compliqué. J'ai 2 grosses baies vitrées, je l'ai installé aussi dans ma véranda. Vous savez, pour moi, l'OLED, c'est no way, c'est trop brillant. Il faut absolument que je le mette dans le noir et ça, c'est absolument pas possible, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas de ce téléviseur Samsung, mais il aurait été parfait s'ils n'étaient pas venus me faire un truc, à nous l'enlever, à nous mettre un filtre QLC moins bien. Aucun intérêt. Et aucun intérêt aussi, eh bien tout simplement, d'arriver avec une technologie mini LED, avec des milliers de LED, des centaines et des centaines de zones, et un truc qui me fait des fuites de lumière comme on les a vus. Ça, franchement, j'espère que ce sera amélioré, que c'est perfectible, et alors là, je signe. Je signe, même à 3 000 € pour un 65 pouces, s'ils arrivent à faire quelque chose de mieux maîtrisé, alors oui, c'est un coup de cœur. Parce que tout ce qui va autour, l'expérience gaming, la fluidité, la consommation, qui est moins importante également avec ce mini LED, le design, le boîtier One Connect, avec ses défauts qu'on a vus, mais qui permet néanmoins tout de même avec un simple câble de remonter au téléviseur et d'alimenter par l'image, le son, tout ça, c'est quand même assez magique. Ce que fait ce boîtier One Connect, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, donc on a quand même un téléviseur, vous l'aurez compris, les points positifs, les points négatifs. Points positifs, la luminosité, la fidélité des couleurs, la fluidité de l'image, la qualité en mode gaming, le boîtier One Connect qui certes n'est pas parfait mais qui évolue et qui est avec 4 ports HDMI 2.1. On est sur une dalle qui va aller gérer franchement une quantité de contenu sans jamais moufter, sans jamais avoir de réels soucis. Et les points négatifs, le filtre QLC qui pour moi est dégradé, tiens positif à la télécommande également, un point positif évidemment. Le filtre QLC qui est pour moi de moins bonne qualité que par le passé et surtout la grosse déception, eh bien c'est cette technologie mini LED qui mériterait vraiment d'être grandement améliorée dans sa précision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez les tarifs qui se sont réaffichés ici dans toutes les versions de ce téléviseur, 55, 65, 75 et 85 pouces. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas. Vous connaissez la petite procédure, le petit pouce bleu qui va bien, on like, on partage et on commente aussi, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi évidemment sur le canal de discussion Discord, vous le savez, le lien est dans la description. On se donne rendez-vous donc bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je suis sérieux, portez le masque aussi. Également, soyez vigilants parce que je l'ai été et même comme ça, je l'ai chopé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!